Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 12 mars 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 205 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux premièrement revenir sur l'inflation aux États-Unis. Ce matin, on avait les données de l'IPC pour le mois de février. Donc, je vais revenir là-dessus, mais en gros, le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être l'économie canadienne. Donc, je vais aborder la bombe hypothécaire qui nous attend avec les renouvellements des hypothèques en 2024-2025, des renouvellements qui vont se faire à des taux d'intérêt plus élevés. Et je vais aussi parler de l'investissement des fonds de pension canadiens. En fait, les fonds de pension canadiens, ils investissent pratiquement plus à l'intérieur du Canada, donc ils préfèrent faire des investissements à l'étranger, mais tout ça, ça a des répercussions évidemment sur l'économie canadienne. Donc c'est pas mal là-dessus que l'épisode va se concentrer. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je voulais aussi vous glisser un mot sur en fait mon livre qui va sortir le 9 avril prochain. Donc le titre c'est Les règles du jeu. Et ça va être publié par la maison d'édition Édition Cardinal. Et contrairement aux podcasts puis les publications que je fais généralement, le livre, il ne parle pas de stratégie d'investissement en bourse, d'inflation, tout ça. En fait, c'est plus un guide pour reprendre le contrôle de ses finances. Ça s'adresse principalement aux personnes dans début trentaine qui ne sont pas satisfaits soit avec leur job ou avec leur salaire, leur niveau de vie. Et grosso modo, c'est pour les personnes qui aimeraient ça, avoir plus d'argent, mais aussi avoir plus de liberté, être plus indépendant. Donc, ça va couvrir tout ce sujet-là. Je vais parler également d'expérience personnelle là-dedans. Vous allez apprendre à plus me connaître avec des épisodes de 20 minutes. Donc, mon livre va être disponible chez Renaud-Bré, Archambault et toutes les autres librairies. Et de toute façon, je vais vous en reparler. Je vais reparler du livre Les règles du jeu quand il va sortir le 9 avril prochain. D'ailleurs, je devrais être au Salon du livre à Québec autour du 15 ou 16 avril, donc cette fin de semaine-là. Mais comme je vous dis, je vais vous reparler de tout ça. Et là-dessus, commençons officiellement l'épisode avec les dernières données économiques aux US. Donc ce matin à 8h30, on obtenait l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc ça, c'était pour le mois de février. Et on a pu constater que l'IPC est remonté à 3,2% en février, donc comparativement à 3,1% en janvier. Donc, on a un peu perdu le ralentissement de l'inflation. Et si on regarde les différentes composantes de l'indice des prix à la consommation, on peut voir que, en fait, c'est la remontée du prix de l'essence en février qui a contribué à la hausse du taux d'inflation pour le mois passé. Et comme j'en ai déjà parlé précédemment, je pense que c'est une tendance qui va s'installer. C'est-à-dire que je m'attends à ce que le baril de pétrole brut et les coûts du logement, c'est ça qui va maintenir le taux d'inflation annuel au-dessus de 3%, et ce, pendant encore quelques temps. Et je pense que c'est principalement ça, d'ailleurs, qui va retarder les baisses du taux directeur du côté de la Fed aux États-Unis, et même chose pour nous avec la Banque du Canada. Sinon, si on plonge dans les données de l'économie canadienne, on peut voir qu'en janvier 2024, le nombre de faillites d'entreprises a plus que doublé par rapport à l'année passée. On parle de 759 cas d'insolvabilité juste en janvier. Et ça représente une augmentation de 129% par rapport à janvier 2023. Et comme j'en avais déjà parlé, c'était quelque chose qui était quand même prévisible parce que ça coïncide avec la date limite pour rembourser le prêt COVID. Et tu sais, dans le lot des 760 faillites d'entreprises, je suis convaincu que dans la majorité des cas, c'était parce qu'ils n'étaient pas en mesure
d'effectuer le remboursement du prêt d'urgence. Je pense qu'il y a un paquet d'entreprises parmi les 759 cas d'insolvabilité qui ont été affectés justement par l'impossibilité de faire ce remboursement-là. Il faut comprendre que le vrai bilan des faillites du côté des entreprises, c'est pire que ça en réalité parce que il y a beaucoup de petites entreprises qui vont juste cesser leur activité. Ils vont fermer leurs portes sans même déposer une demande d'insolvabilité, une demande qui est comme officielle. Autrement dit, toutes les petites PME, les petites entreprises qui ont fermé leurs portes sans déclarer faillite, ben, ils ne font pas partie des cas d'insolvabilité qui sont calculés par le bureau du surintendant des faillites. Donc, ces cas-là, c'est seulement les cas où les entreprises ont rempli le document pour faire faillite avec un syndic puis tout le kit. Donc, dans les faits, c'est pas mal pire que ça, la réalité. Et du côté des cas d'insolvabilité pour les particuliers, les déclarations de faillite ont augmenté de 8% d'une année à l'autre et de 1,4% d'un trimestre à l'autre, et ce qui indique donc que la tendance se maintient vis-à-vis la hausse des cas d'insolvabilité. Et ce qui attire le plus mon attention là-dedans, c'est par rapport à la forte augmentation du nombre de détenteurs de prêts hypothécaires qui déclarent faillite. Si on regarde en Ontario et en Colombie-Britannique, le nombre de faillites pour les propriétaires avec une hypothèque, ça a grimpé de 76% pour l'Ontario et de 46% pour la Colombie-Britannique. Et pourtant, les effets de la hausse des taux d'intérêt, ça a à peine commencé à se faire ressentir parce que les vraies répercussions sur les finances personnelles, ils vont commencer comme cette année, là, en 2024, avec les renouvellements des prêts à taux fixe, et ça devrait également se poursuivre avec l'année prochaine en 2025. En gros, il y a 60% des prêts hypothécaires au pays qui vont être renouvelés au cours des 3 prochaines années. En 2024, on parle de 20% des hypothèques et de 40% en 2025. Et le vrai danger, c'est que toutes ces hypothèques-là, ils vont se renouveler avec des taux hypothécaires qui vont être pas mal plus élevés que les taux en 2020, en 2021. Et même si la Banque du Canada décide de couper le taux directeur de 50 ou 75 points de base en 2024, cette année, ben les taux d'intérêt vont être quand même beaucoup plus élevés que ce qu'on a connu depuis plus de 10 ans. Déjà, en date d'aujourd'hui, les consommateurs canadiens consacrent près de 10% de leurs revenus disponibles pour payer uniquement des frais d'intérêt. Ça, c'est un record de tous les temps. 10% du revenu disponible qui sert seulement à rembourser des intérêts, c'est clair que ça enlève de l'argent pour toutes les autres dépenses. Et là, on peut penser aux dépenses discrétionnaires comme les sorties, les voyages, les hôtels, les restaurants, tout ça. Mais ça affecte également des gens au niveau des dépenses de base comme les difficultés pour payer le logement, leur épicerie, l'essence, etc. Par contre, au niveau des retards de paiement pour les prêts hypothécaires, pour l'instant, il n'y a pas de crise de ce côté-là. Si on se fie aux données de l'Association des banquiers canadiens, en décembre 2023, il y a seulement 0,18% des hypothèques au Canada qui ont enregistré des retards de paiement qui dépassent 3 mois. Et ça reste que le pourcentage est relativement bas, surtout en comparaison avec le pic qui était de 0,45%. Et ça, c'était directement après la crise financière de 2008-2009. Donc, présentement, le nombre de défauts de paiement pour les hypothèques, c'est encore très bas. Mais il faut comprendre que les propriétaires les plus concernés, donc ceux qui avaient une hypothèque à taux variable, là-dedans, il y en a un bon paquet qui sont rendus avec un amortissement négatif. Tu sais, en date du 31 janvier 2024, la Banque TD, la Banque de Montréal et la CIBC, ils ont annoncé que les prêts hypothécaires à taux variable
avec un amortissement négatif, ça représentait 94 milliards de dollars, soit 14% de leur portefeuille hypothécaire. Et à noter que la RBC et la Banque Scotia, eux autres, ils ne permettent pas d'amortissement négatif dans leur structure de prêt hypothécaire. Et je vous rappelle que quand on parle d'amortissement négatif, c'est quand les paiements par mois effectués par le client, ils ne suffisent plus à rembourser le coût des intérêts mensuels. Et dans un tel cas, les intérêts impayés, ben, ils vont se rajouter au solde hypothécaire, ce qui fait en sorte que ça fait monter la dette au lieu de la réduire. Et mon point par rapport au faible niveau de retard de paiement sur les prêts hypothécaires, c'est que ces chiffres-là donnent l'impression que ça va pas si mal que ça. Par contre, ce que je veux mettre de l'avant, c'est que techniquement, les prêts avec un amortissement négatif, c'est un peu l'équivalent d'un défaut de paiement. Dans le sens que les banques ne veulent pas se retrouver avec un paquet de maisons à vendre, donc ils vont être plus flexibles et ils vont permettre à leurs clients que les clients ne payent pas ni le capital ni tous les intérêts et que finalement, leur client garde le paiement fixe et que la somme qui manque, ben, elle s'en va, elle se rajoute au solde hypothécaire. Mais comme je vous dis, si le client il est pas en mesure, il n'est pas capable de couvrir les intérêts à payer par mois, ça revient pas mal à un défaut de paiement qui est comme pas assumé. Je veux dire, si le client préfère continuer à faire ses paiements fixes, même si ses paiements ne couvrent pas les intérêts, et qu'il préfère que son solde hypothécaire augmente au fil du temps au lieu de diminuer, oui, c'est pas un défaut de paiement, c'est pas un retard de paiement non plus, mais on s'entend-tu que ça nous indique quand même que sa situation financière lui permet pas actuellement de rembourser son prêt hypothécaire de façon efficace. Dans le sens que présentement, il ne paye même pas tous les intérêts qu'il devrait payer. Et sauf que, tu sais, avec cette méthode-là d'amortissement négatif, pour les banques, ben, ils préfèrent continuer de même parce que ben, ils continuent de ramasser les paiements mensuels, fait qu'au moins ils ont ça. Puis tout le reste qui manque, ben, ça va justement s'ajouter à la dette du client. Et de même, tout le monde est gagnant, entre guillemets, dans le sens qu'il n'y a pas de reprise de finances et les banques canadiennes, comme ça, ils évitent de tacher leurs chiffres avec des mauvaises créances. Mais tu sais, justement, le fait que des institutions financières acceptent des amortissements négatifs, ça affecte les données concernant les retards de paiement, concernant les défauts de paiement sur les prêts hypothécaires. Donc oui, il y a seulement 0,18% des hypothèques au Canada qui affichent officiellement un retard de plus de 3 mois, mais c'est parce que parmi les détenteurs de prêts à taux variables, ceux qui sont déjà affectés par la hausse des taux d'intérêt, il y en a une bonne gang là-dedans qui sont rendus avec un amortissement négatif. Donc, comme je vous dis, ça, c'est juste le début parce que en 2024 et en 2025, les hypothèques vont continuer de se renouveler à des taux d'intérêt plus élevés et plusieurs propriétaires vont devoir prolonger la période d'amortissement pour venir alléger leur versement mensuel. Par exemple, si vous avez contracté un prêt initial sur 25 ans et que là, vous renouvelez votre hypothèque au bout de 5 ans, la période d'amortissement, techniquement, elle serait rendue à 20 ans pour votre solde hypothécaire. Mais vous avez le choix de refinancer en gardant la même durée, c'est-à-dire de remettre la balance sur 25 ans, ce qui vous permettra à ce moment-là de réduire les montants mensuels à payer et vous pourriez également décider de prolonger l'amortissement jusqu'à 30 ans et dans ce cas-là, le paiement mensuel, ben, il va descendre encore plus. Par contre, il faut comprendre que plus la période d'amortissement est longue, plus vous payez des intérêts et qu'au bout de tout ça, bien, le coût total de votre maison avec tous les intérêts supplémentaires, ça va être pas mal plus élevé. Donc, il faut aussi vous poser la question à savoir, ultimement,
Voulez-vous avoir de l'équité puis finir par payer votre maison au complet, ou vous préférez passer votre vie à refinancer puis à rouler sur votre marge hypothécaire? C'est comme... C'est un choix à mener au niveau de quel genre de vie tu veux mener. Et bref, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui achète une maison et qui ne calcule pas le coût réel de devenir propriétaire, incluant l'entretien, les réparations, les rénaux, les taxes foncières. Et là, évidemment, on parle du coût d'emprunt parce que dans le temps, c'était des peanuts, mais maintenant, il y a quand même un coût important à financer un achat de plusieurs centaines de milliers de dollars. D'ailleurs, la hausse du prix des maisons durant les dernières années, ça a fait en sorte que les gens pensent toujours faire un investissement lucratif en devenant propriétaire. Et la réalité, c'est que avoir une maison, ça coûte cher, ça prend du temps et de l'argent pour faire l'entretien de tout ça. Et malheureusement, je pense que récemment, surtout, trop de gens ont fait le move d'acheter une maison. Il y avait beaucoup de pression sociale. Il y avait l'impression de faire un méga deal du fait que les taux d'intérêt étaient au plancher. Et là, ils se retrouvent dans une situation où ils font juste travailler pour rembourser leur hypothèque puis réussir à acquitter les autres factures, les autres dépenses. Mais grosso modo, je pense que l'immobilier au Canada, malgré l'effervescence des prix, malgré le débalancement de l'offre et de la demande, je pense quand même qu'il y a beaucoup de propriétaires, surtout ceux qui ont fait le move en 2020-2021, qui vont faire le saut, mais qui ils vont renouveler leur hypothèque au cours des prochaines années, même si on peut anticiper une baisse des taux d'intérêt au Canada. Je pense quand même que les taux d'intérêt vont demeurer beaucoup plus élevés qu'au cours des 10-15 dernières années. Donc, ça va être un défi pour certaines personnes d'arriver à survivre financièrement à tout ça. Sinon, pour le deuxième segment de l'épisode, je veux en fait vous parler des fonds de pension au Canada qui n'investissent pas suffisamment d'argent dans les entreprises canadiennes. En fait, l'idée du sujet, je vous le cacherai pas, ça vient de la lettre ouverte qu'a écrit M. Brosseau, qui est un gestionnaire d'actifs montréalais, qui déplore le fait que les caisses de retraite du pays, ils laissent tomber le Canada et en fait, ils préfèrent investir dans d'autres pays à l'étranger. Et à noter que sa lettre ouverte a été publiée dans la presse, entre autres, et qu'on retrouve une centaine de co-signataires avec plusieurs hommes d'affaires comme Alain Bouchard d'Alimentation Couche-Tard, Pierre-Carl Pellado de Québécois, Éric Martel de Bombardier, etc. Donc des gros noms. Et grosso modo, la lettre ouverte au gouvernement met de l'avant que les fonds de pension du Canada abandonnent de plus en plus les actions de compagnies canadiennes et que cette situation-là, nécessairement, elle a des répercussions sur la croissance économique du pays. Et en fait, ce que suggère M. Brosseau, c'est que le gouvernement modifie la réglementation par rapport à l'allocation du capital de la part des caisses de retraite canadiennes. Autrement dit, il voudrait que le gouvernement mette des règles pour venir forcer les fonds de pension à investir davantage au Canada. Et au fait, il faut savoir qu'avant 1990, les fonds de pension canadiens ils étaient obligés d'investir au moins 90% de leurs actifs au Canada. Maintenant, évidemment, la réglementation a beaucoup changé. Et si on regarde les nouvelles pondérations, on peut voir que les 8 principales caisses de retraite canadiennes ils ont seulement investi 10% de leurs actifs au Canada. Et ça inclut les investissements qui ont été faits sur les marchés privés et également sur les infrastructures. D'ailleurs, il a donné comme exemple le fait que les fonds de pension canadiens ils ont investi davantage en Chine qu'au Canada. Et en termes de chiffres, on parle de 88 milliards de dollars dans des entreprises chinoises versus 81 milliards de dollars pour des actions de compagnies au Canada. Et mon opinion là-dessus, c'est que c'est vrai que l'argent des caisses de retraite, ça provient des salaires des travailleurs canadiens et que, également, c'est le gouvernement qui fait en sorte que ce type de fonds-là existe. Donc, oui,
on pourrait s'attendre à ce que nos fonds de pension investissent plus ici parce que plus d'investissements au Canada, ça se traduit par des créations d'emplois, une amélioration des revenus et conséquemment, ça amène une augmentation des cotisations au régime de retraite et de même, ça crée une roue qui tourne. C'est-à-dire que plus de cotisations de la part des travailleurs, ça donne plus d'argent à investir dans le pays, plus d'argent investi dans le pays, plus de création d'emplois et ainsi de suite, là. Et l'autre chose qui est vraie, c'est que s'il y a moins d'investissements dans les entreprises au Canada, ça fait en sorte que ça augmente le coût en capital pour les compagnies canadiennes, ça peut réduire leur capacité de croissance et par conséquent, ça peut réduire leur valeur, ce qui rend le Canada moins intéressant à l'échelle internationale. En d'autres mots, en investissant moins ici, on vient potentiellement réduire l'attrait du pays pour les investisseurs à l'étranger. Mais en même temps, il faut voir l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire que faut comprendre que les gestionnaires de portefeuille pour les pensions de retraite, eux autres, ils cherchent évidemment à investir là où il y a le meilleur potentiel de rendement. Donc, s'ils pensent être en mesure d'obtenir de meilleures performances en investissant à l'étranger, je ne vois pas pourquoi le gouvernement les empêcherait de faire ça. Il faut savoir que l'économie canadienne, c'est composé principalement d'institutions financières, des banques, et d'entreprises dans le secteur de l'énergie, donc des compagnies pétrolières ou dans le gaz naturel. Et ce qui est un peu absurde avec ces demandes-là, c'est que d'un côté, on voudrait que le gouvernement modifie les règles pour les fonds de pension pour qu'ils investissent davantage au Canada, qui est majoritairement, comme je vous dis, un pays qui s'enrichit avec le pétrole brut. Et d'un autre côté, le gouvernement il met en place des mesures écologiques qui nuisent au profit des compagnies pétrolières canadiennes. Donc, en gros, on voudrait que le gouvernement demande aux caisses de retraite d'investir davantage au Canada, tandis que nos plus grandes entreprises subissent toutes sortes de contraintes dues au changement climatique puis à l'électrification des voitures. Et mon but, là, c'est pas de dire que ces mesures-là sont bonnes ou pas bonnes, c'est plus de constater que si les gestionnaires de portefeuille investissent ailleurs, c'est peut-être parce qu'ils s'attendent à justement des moins bons rendements avec les entreprises qui opèrent au Canada. Mais tu sais, dans tous les cas, je suis rarement de l'avis que l'État devrait rajouter des réglementations, et ça, peu importe l'industrie. C'est-à-dire que la plupart du temps, je préfère que le libre marché concurrentiel fasse son travail. Mais ceci étant dit, dans ce cas-là, on parle de fonds de pension qui ont été mis en place par le gouvernement et qui sont financés à même les salaires des travailleurs canadiens. Donc oui, je comprends que les gestionnaires de portefeuille, eux autres cherchent à maximiser leur rendement, mais je pense que le rendement boursier, le rendement qu'ils peuvent aller chercher, c'est une chose, mais on doit également considérer les effets économiques d'investir davantage au Canada. Et je peux vous donner un exemple simplifié. Disons qu'on prend un investissement de 5 millions qui a été fait à l'étranger et que cet investissement-là nous rapporte 10% de rendement, ça nous donne 500 000 $ pour nos fonds de pension. Donc, un demi-million, c'est parfait, on va le prendre. Sauf que si on compare avec le même investissement de 5 millions qu'on investit en fait à l'intérieur du Canada, ça pourrait nous permettre, ça pourrait permettre en fait à des compagnies de mettre à jour leur équipement, leur machinerie, ce qui pourrait donner une production supplémentaire équivalent à 2 millions de dollars. Puis ça leur permettrait également de générer des bénéfices qui totalisent peut-être 400 000. Tu sais, le but de ça, c'est que dans le deuxième exemple, le PIB canadien, il a monté de près de 2,4 millions au lieu d'un petit gain de 500 000 $. Encore là, comme je vous dis, c'est un exemple fictif, là, c'est des chiffres que j'ai sortis de même. C'est juste pour démontrer que l'investissement au Canada, c'est plus efficace pour l'économie canadienne que
tous les rendements que les caisses de retraite peuvent aller chercher avec les actions qui sont à l'étranger. Parce que sinon, en investissant dans d'autres pays, les fonds de pension, ils viennent en fait financer le développement de ces pays-là au lieu du Canada. Et évidemment, en échange, ils vont chercher du rendement. Sauf que je pense que ce serait plus avantageux pour l'économie canadienne que les fonds de pension augmentent leur pondération à l'intérieur du pays, que ce soit via l'investissement en bourse, mais également du côté privé, du côté des infrastructures. Mais l'important de tout ça, c'est que ça se fasse de manière stratégique et je pense qu'il va y avoir un timing pour faire ça parce que présentement, avec l'immigration massive, on voit déjà que ça affecte du côté des logements. Il y a un débalancement de l'offre et de la demande. Il manque de logements par rapport au nombre de personnes. Et je pense qu'on va bientôt voir ça se répercuter sur le marché du travail. Donc, il va y avoir trop de personnes par rapport au nombre d'emplois disponibles. Et là, on va se retrouver avec un taux de chômage qui va augmenter. L'une des solutions pour ça pourrait être d'augmenter l'investissement à l'intérieur du pays, que les caisses de retraite décident de mettre de l'argent dans le Canada. Et de cette manière-là, on viendrait un peu stimuler l'économie canadienne parce que, comme je vous dis, si on regarde le PIB par habitant, au Canada, on est en recul, c'est-à-dire que la richesse individuelle est en baisse. Donc, il va falloir trouver une solution à ça. Et là, à savoir, est-ce que c'est en investissant davantage au Canada par le biais des fonds de pension? Je pense que c'est une belle avenue. Bref, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui, dans le sens que les données économiques du Canada, les investissements des caisses de retraite, c'est tout quelque chose qui nous touche d'une manière ou d'une autre, dans le sens que on vit tout dans l'économie canadienne. Si vous êtes un travailleur, ben, il y a une partie de votre paye qui s'en va aux caisses de retraite. Donc, peu importe ce qu'on peut faire par rapport à ça, au moins d'être conscient que ça arrive, je pense que c'est la moindre des choses. Et si vous aimez le contenu du podcast, encore une fois, je vous encourage à laisser un 5 étoiles sur Spotify, laisser un review sur Apple Podcasts, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Tous ces petits moves-là, ça fait en sorte que ça fait connaître le podcast à plus de personnes. Et je termine en vous disant que je vous remercie de votre écoute. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.